Renault Tour by Renault Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat. Et bienvenue sur les antennes de Radio Imo, Radio Territoria et Bâti Radio. Nous sommes ravis de pouvoir vous faire vivre la toute première tournée régionale Renault Tour en attendant le forum Renault Days qui, je le rappelle, aura lieu les 7 et 8 octobre prochains à Paris, porte de Versailles. C'est une première date pour une tournée qui en compte 8 et nous sommes à Strasbourg dans les anciens locaux de la manufacture des tabacs, projet emblématique de transformation d'une friche industrielle. Nous sommes accueillis ici au Digital Village et on en parlera dans quelques instants avec Bertrand Moine. À mes côtés, Eric Hartberg, bonjour. Vous êtes, approchez-vous bien du micro, vous êtes le directeur général de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg. Première question, Eric, rapidement, quelques mots. Quelles sont les missions finalement de la CERS ? La CERS, son métier premier, c'est d'être aménageur. Oui. Et donc aménageur et maître d'ouvrage. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'aménagement, ça se fait de moins en moins en proliférant sur les champs et les campagnes. Et donc, il faut aménager le déjà là. Et d'où cette intervention sur cette manufacture des tabacs. Et je suis particulièrement fier aujourd'hui de vous accueillir ici. C'est un peu un laboratoire. On a essayé des choses nouvelles, des méthodes innovantes aussi en termes de rénovation et d'énergie et d'économie carbone. Et voilà, on est presque au bout de l'aventure de la manufacture des tabacs. Un grand merci en tout cas pour votre accueil. La CERS a acquis la manufacture en 2015, c'est ça ? C'est ça, exactement, en 2015. Alors c'était un processus assez original parce que vous savez, les sociétés d'économie mixte sont des SA, des sociétés, mais la majorité est détenue par le pouvoir politique. Et je trouve que c'est un bon exemple pour tous nos élus de montrer comment ils peuvent utiliser l'outil économie mixte. C'est-à-dire, en fait, les élus, enfin les collectivités locales ont mis relativement peu de moyens dans cette affaire. Ils ont utilisé comme effet levier la société d'économie mixte. Donc c'est la CERS qui a acheté directement auprès d'Imperial Tobacco, qui était le propriétaire avant, cette manufacture, et nous avions finalement un programme très léger. On savait que l'université voulait installer des 2 écoles d'ingénieurs. On savait aussi que la ville était intéressée pour y installer une annexe de la Haute École des Arts du Rhin, mais pour le reste, nous avions relativement carte blanche. Et donc, on a quand même saisi très très vite que l'emplacement était fabuleux. On détenait là une pépite, et donc on est allé, chercher des occupations qui ne trouvaient pas à s'installer dans l'économie de marché habituelle parce que les investisseurs voulaient des critères de rentabilité beaucoup plus importants. Et en tant qu'économie mixte, nos actionnaires, donc les élus principalement, acceptent des TRI plus faibles, et ce qui nous permet d'accueillir notamment des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou des auberges de jeunesse, par exemple, qui ne sont pas forcément très équilibrées non plus dans leur fonctionnement. Et en fait, on arrive à démontrer que ça marche et qu'on peut trouver des très belles solutions. Que tout le monde arrive à vivre ensemble. Voilà. Et alors, quelles ont été les différentes étapes depuis 2015 ? Alors, 2015, la CERS s'achète. Alors, on est dans notre tropisme d'aménageur. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait l'aménageur ? En général, il désigne un urbaniste qui va faire le plan d'ensemble. Ici, on a saisi assez vite l'intérêt patrimonial de ces bâtiments et on a désigné un architecte du patrimoine qui nous a rédigé un cahier de charges patrimonial. Déjà, il a défini qu'est-ce qu'il fallait garder, qu'est-ce qu'on pouvait changer, etc. Et on a été tellement amoureux de ce bâtiment qu'on est allé le faire inscrire à l'inventaire des monuments historiques, ce qu'on a obtenu assez rapidement finalement, puisque 15 mois après l'achat, on avait déjà pu le faire protéger au titre des monuments historiques. Et donc, tous les maîtres d'ouvrage et les architectes successifs qui sont intervenus sur ce site, parce qu'on en a choisi un par fonction, on n'a pas voulu faire les choses trop simples, eh ben, ils se sont conformés à ce cahier de charges et il y a eu un travail absolument remarquable avec la DRAC, avec les architectes des bâtiments de France, conservateurs des monuments historiques, notre architecte du patrimoine et les architectes de chaque objet. Donc c'est vraiment de la coopération, de la coproduction. Je dirais, s'il y a une syllabe à retenir à la manufacture, c'est co. Ensemble. Voilà, ensemble. Comment est-ce que vous avez intégré aussi les principes de développement durable dans le projet ? Alors, là aussi, tropisme d'aménageur, quand on construit un quartier neuf ou un neuf, c'est les énergies, et on ne peut pas passer à côté.
Et donc, comme on avait très vite identifié les 3 grands propriétaires qu'on allait avoir à terme, qui sont donc l'Université de Strasbourg, la ville de Strasbourg et la CERS, on a cofinancé une étude sur donc les moyens énergétiques. Est-ce qu'on allait avoir des chaufferies individuelles? Est-ce que ça va être des énergies fossiles? Alors vite, on a mis ça de côté, mais des pompes à chaleur, on a une nappe quand même très proche. Et finalement, on a choisi de prolonger le réseau de chaleur de l'Esplanade, qui était déjà alimenté par une énergie vertueuse, hein, donc majoritairement ENR, et donc avec une TVA réduite. Et on s'est dit, on va prolonger ce réseau de chaleur, parce qu'en fait, tous les 3, on avait le souci de l'investissement, mais aussi de l'exploitation, puisqu'on allait garder ce patrimoine. Et donc, vous savez, un promoteur, parfois, il regarde, c'est moins cher en investissement, et puis après, comme il s'en débarrasse, peu importe. Nous, on avait vraiment cette vision globale qu'on voulait garder. Et puis, on a même fait mieux. On avait dit, bon, virer ces réseaux de chaleur, c'est quand même pas donné. On est allé voir la ville et on a dit, est-ce que ça vous intéresserait pas d'aller raccorder la Haute École des Arts du Rhin et les bains municipaux qui sont un peu plus loin. Et donc, on a fait affaire et on a réussi à mutualiser ce développement de réseau. Et c'est très intéressant parce que ce sont 3 bâtiments inscrits aux monuments historiques, donc patrimoniaux, et qui sont alimentés par une énergie vertueuse. Et donc, vous voyez, souvent on dit les bâtiments anciens, on peut pas trouver de solution intéressante. Eh ben si. Voilà. Parce que c'est un vrai défi aussi que d'assurer la cohérence finalement architecturale aussi entre les nouvelles constructions et puis les anciens bâtiments. Ah ben oui. C'est un vrai défi, ça. Oui, c'est un vrai défi et c'est absolument passionnant pour l'aménageur de réintervenir sur le déjà là. Donc on le fait ici à la Manufacture. Ça se fait aussi à la COP, sur le quartier Port du Rhin, où on réinvestit des bâtiments déjà là, parce que c'est surtout là, si on réutilise le déjà là, on économise du carbone. Et ça, c'est essentiel. Et donc, on fait la même chose sur des bâtiments du patrimoine hospitalier, avec le site de NextMed, où on réinvestit des bâtiments déjà là, et donc avec des solutions énergétiques, je dirais, intéressantes. Avec des choix de matériaux aussi absolument, en particulier. Absolument. Et on a même été accompagné sur le projet donc, des hôpitaux par le Conseil de l'Europe qui nous a accompagnés dans le réemploi et dans le choix des matériaux. Et donc, il y a des matériaux qui sont extraits, donc proprement, des carrelages, des appareils sanitaires, etc., qui sont réutilisés ailleurs. Et d'ailleurs, ici, sur la Manufacture, on a ici été accompagné parce que très souvent, c'est facile d'extraire des matériaux et de les mettre ailleurs et de les mettre dans des circuits, et c'est souvent à l'étranger. Par contre, pour les importer sur des constructions neuves, on a souvent un problème, je dirais, de normes, parce que vous n'avez pas les fiches qui vont bien pour le contrôleur technique qui atteste que c'est, etc. Et donc, c'est un peu plus difficile, dans la maîtrise d'ouvrage public en tout cas, d'embarquer des matériaux de réemploi. Quels sont finalement quels ont été et quels sont toujours peut-être les retours des Strasbourgeois? Je pense qu'ils sont assez positifs. Alors c'est très difficile pour moi d'en parler, puisque pas faire mon... Parce que vous êtes partie prenante. Voilà, je suis partie prenante. Mais avez, rien que d'écouter la première table ronde, c'était une douce musique à mes oreilles, ce que j'entendais. Donc, qu'est-ce que dire de plus? Quels enseignements vous tirez finalement de cette réhabilitation qui a duré quand même plusieurs années? Oui, je dirais elle n'était pas trop longue. L'aménageur est habitué au temps long. Et donc, je pense que ça s'est plutôt bien passé. D'autant plus qu'on s'était donné dès le départ le droit à l'erreur. C'est pour ça que la CERS n'a pas voulu vendre les fonctions comme Digital Village. Vous êtes locataire. Et c'est vrai qu'avant Digital Village, on avait d'autres fonctions qui étaient intéressées. Même Emmanuel Rivière, l'agence du climat, voulait venir là. Mais on avait une structure qui s'appelait Éco-Vestiaire, ça n'a pas abouti. Vous voyez, on va aux limites du dispositif, tout ne marche pas, et finalement, Digital Village a fait son nid ici, et finalement aussi, on était inquiets au début, vous vous souvenez, Bertrand, mais finalement, le déclic est venu et ça a fonctionné. Donc c'est ce côté... aller aux limites, essayer des nouvelles choses. J'ai cité tout à l'heure aussi l'expérience qu'on a fait avec Soprema, qui est un grand industriel de la région. On est allé le voir, on a dit, on vous propose quelque chose, là, vous nous faites une toiture végétalisée, mais un complexe
conséquent pour réduire les températures dans les îlots de chaleur urbains. On ne peut pas aller à la petite toundra habituelle. Hein. Et donc, il a dit, OK, je vais en faire un lieu de recherche-développement. Je vais installer ici des concepts qui ne sont pas encore commercialisés. Et ce sera un peu mon showroom. Et donc, nous, dans le partenariat, on a dit, OK, et c'est nous qui renforcerons la structure en dessous, donc avec des plats carbone, on a renforcé les structures. Vous voyez, c'est du gagnant-gagnant et on va pousser les limites un peu dans la recherche et dans le contrôle du climat. Merci Eric Hardberg d'avoir répondu à mes questions. Je me tourne dorénavant vers Bertrand Moine. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le cofondateur de Digital Village. Merci donc de nous accueillir chez vous, finalement. Et un peu à la manufacture aussi, puisque vous avez compris que du coup, je n'étais qu'un simple locataire et exploitant de cet espace. Alors, vous me dites, si je me trompe, Digital Village, c'est un réseau d'espaces dédié au travail collaboratif, à la formation, à l'événementiel, dans le domaine du numérique et de l'innovation. Ouais, c'est pas hyper clair du coup. Vous nous expliquez ça un peu mieux? Oui, alors déjà, la première chose, c'est qu'on est une coopérative. Ouais. Comme le disait Eric, justement, il y avait une forme d'innovation à la manufacture, c'était de ne pas accueillir des acteurs de l'économie traditionnelle et de prendre le risque d'accueillir des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un risque qui est important pour l'aménageur, mais qui est également notre bailleur. Et donc on est dans 7 lieux en France, avec pour une mission qui consiste d'une part à permettre à des indépendants et des petites structures du numérique de se retrouver dans des lieux de travail qui sont conviviales, qui sont sympathiques, qui sont chargés d'histoire, on le voit ici. Et puis cette zone qui plutôt dédiée soit à des associations, soit à des sessions d'inclusion au numérique, ça s'appelle Digital Village, mais on reste pas que entre geeks et on propose à des jeunes, comme c'était le cas ce matin, par exemple, de se former au numérique, ou à des plus vieilles personnes de ne pas être en situation d'électronisme, qui concerne 13 millions de Français. Donc c'est en même temps un lieu dédié à des personnes dans un périmètre assez particulier qui est le numérique, mais en même temps un lieu très ouvert sur la ville. Et je pense que c'est pour ça qu'on a été sélectionné par la CERS, mais également par la ville de Strasbourg, qui avait un enjeu à faire en sorte que ça soit pas un lieu limité à une population, mais très ouvert sur la ville, très ouvert sur les riverains. Et je pense qu'on a plutôt réussi cette mission. Ça fait depuis octobre qu'on est en pleine activité. On a fait près de 80 événements associatifs avec des milliers de participants, notamment en inclusion numérique. J'ai appris tout à l'heure via Clara qui s'en occupe que c'est près de 2000 participants à l'inclusion numérique en quelques mois, donc c'est quand même assez encourageant. Et je suis assez fier de voir que c'est du coup un lieu de vie, beaucoup plus qu'un lieu de travail. Donc vous me parliez de 7 implantations, c'est ça? Oui, on est dans pas mal de villes que du Renault Tour, hein, d'ailleurs. Ok, on aura peut-être l'occasion de s'y retrouver. C'est pour ça que là, il faut que ça soit une réussite. Là, bah évidemment, forcément. Dites-moi, pourquoi le choix de Strasbourg? Alors évidemment, la CERS a décidé in fine que vous pourriez y venir, mais pourquoi ce choix de venir ici en Alsace? Alors nous, on est déjà alsaciens. D'accord. On était déjà alsaciens via Kemal qui avait déjà ouvert une petite cellule de 150-200 mètres carrés à Strasbourg il y a quelques années. On avait besoin de s'agrandir parce que notre concept a évolué, auparavant juste des espaces de coworking et puis des lieux de vie, comme je vous l'ai expliqué juste il y a 5 minutes. Et donc l'objectif était de trouver un lieu à Strasbourg qui nous permette d'accueillir ces différentes activités. Et c'est sûr qu'on était très motivés de rentrer dans cet appel à projet qui nous avait été proposé, avec un lieu qui donne envie dès qu'on y rentre, et même déjà au stade de la construction. Un lieu chargé d'histoire, et on n'a pas besoin de se mobiliser énormément pour quand on fait une visite, comme ça m'est arrivé tout à l'heure. En fait, on a envie de venir travailler ici. Mais c'est un critère de sélection aussi pour vous implanter dans de prochaines villes, justement, un lieu qui soit chargé d'histoire, qui parle? Alors oui, c'est fondamental pour nous d'avoir des lieux qui sont différenciants. Parce que ce qu'on appelle nos villageois, donc les personnes qui constituent notre espace, cherchent
avant tout d'avoir un lieu qui ressemble pas à une tour à la Défense avec du faux plafond abominable. Et donc c'est ça que les gens recherchent chez nous. Et puis après, toute la dimension sociale et sociable qu'on peut y porter. Est-ce qu'il y a des spécificités ici, sur ce Digital Village-là, sur Strasbourg, par rapport aux autres? Alors, il y a une spécificité, c'est qu'on n'a pas de café qu'on appelle le café du village, mais il y a déjà plein de cafés et plein de zones de restauration ici. Et sinon, probablement aussi un petit peu la nature des personnes qui constituent l'espace, avec une communauté assez forte dans le domaine de la réalité virtuelle, réalité augmentée, qui est le métier principal de Kemal, qui a porté ce lieu depuis un an. On parle de rénovation énergétique, évidemment, sur le Rénotour. On parle de pratiques durables, responsables. Est-ce que ça aussi, ce sont évidemment des sujets qui vous parlent et que vous faites vivre aussi à l'intérieur même des Digital Villages? Oui, alors nous, en l'occurrence, on a fait une petite partie du boulot ici, puisque c'est principalement la CERS qui a porté tout le projet d'aménagement, de réaménagement et tout le chantier de travaux. Donc on fait finalement que des petits aménagements esthétiques, mais sur la partie mobilière, par exemple, tous les meubles sur lesquels vous êtes sont essentiellement du réemploi. Donc on n'a rien acheté de neuf, si peut-être la cuisine. L'ensemble du mobilier que vous avez est du réemploi, qui vient des différents sites qu'on a en France. Et donc, on n'a strictement rien acheté. Ça, c'est une pratique qu'on va essayer de réutiliser dans d'autres sites de France. Ouais. On ouvre Nancy là, en septembre avec Open Partner qui est là. Et on va continuer sur cette pratique qu'on a expérimentée ici. Et on a un super retour des occupants qui trouvent que ça a du sens. Bon, et comment est-ce qu'on fait pour devenir un villageois? Eh bien, alors déjà, aujourd'hui, maintenant, vous êtes sur liste d'attente, puisque depuis... victime de votre succès? Depuis on fait profil bas, parce que c'était pas évident. L'ensemble du site s'est ouvert progressivement, et donc il y avait quand même un travail pour faire tout simplement comprendre que le site était pleinement ouvert. Mais là, oui, le site est plein depuis 3 semaines. Félicitations. Y compris sur la partie associative. Il y a pratiquement des événements toutes les semaines. Et donc, ça, c'est une vraie fierté. Ultime question, peut-être, et je m'adresse à Eric, vous avez 30 secondes, pour me dire pourquoi finalement vous avez fait le bon choix en proposant à Digital Village, effectivement, de s'installer ici. Je trouve que Digital Village, c'est presque la clé de voûte du dispositif. Vous savez, on a parlé de coopération, et donc cette mutualisation de fonctions d'espace, et Bertrand le disait, il manque un café chez lui, d'accord, mais on n'est pas que chez lui, on est aussi dans les fonctions à côté. S'il a besoin d'une salle un peu plus grande, juste derrière ce mur, il y a une très belle salle pour accueillir du monde et qui est partagée. On peut utiliser les amphis de l'université qui sont mis à disposition. On a négocié tout ça. Vous savez, les espaces, ils sont pas assez occupés dans notre pays. Et donc, il faut mutualiser. Et donc, c'était l'esprit de la manufacture, c'était ce co. Voilà. Merci à vous. Je rebondis, mais ce qui est sympa, c'est pas Digital Village en tant que tel, c'est l'écosystème de la manufacture de tabac. C'est ça qui nous a plu. Et quand vous avez des gens qui viennent ici pour venir travailler, ils viennent aussi, évidemment, savoir qu'ils ont un endroit pour faire leurs courses, ils ont un endroit pour déjeuner, ils ont un endroit pour faire la fête, peut-être même des endroits pour dormir. Oui. Il y a tout ce qu'il faut. C'est là où je dors ce soir, d'ailleurs. Il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, merci encore une fois pour l'accueil ici. Merci également, Eric Herzberg, d'avoir répondu à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité. Cette émission est disponible en replay sur les antennes de Radio Imo, Radio Territoria et Bâti Radio. Merci beaucoup. Rénotour by Reno Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat.